Si tu possèdes les bonnes infos, tu ne seras plus jamais pris par surprise. Il y a un outil qui est simple, qui est accessible à tous et qui peut révolutionner la vie d'une personne en 3 à 4 jours. Quasiment toutes, on dit « Waouh, Eric, c'est absolument dingue, il y aura avant, après ». Comme si la découverte que je viens de faire, ça me fait un changement de perspective. Tu en souffrais d'avoir du mal à communiquer? Ah oui, quand tu as 13 ans et qu'il y a une fille en face que tu aimerais bien aborder, que ça ne se fait pas, c'est pas cool. Peut-être qu'à cause de ça, je me suis intéressé à la vie intérieure. Si tu pouvais marquer un message sur des panneaux 3x4 que plein de gens dans le monde pourraient voir, t'aimerais marquer quoi? Vous êtes beaucoup plus beau que vous ne croyez. Il y a du génie dans chacun de nous. Donc j'étais passé de une émotion forte et grande et belle à rien. Là, par exemple, si tu m'aidais à identifier lequel des profils j'ai le plus de chances d'être, comment on s'y prend là, par exemple? Je vais dire... Salut Eric. Bonjour à toi. Je suis content d'explorer avec toi l'énéagramme. C'est un outil, j'avais fait une formation avec Paul Pironnet il y a 10 ans. J'avais trouvé que c'était intriguant comme outil. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'énéagramme, qu'est-ce que c'est? Une grille de lecture de la personnalité basée sur 9 structures de caractères. Ok. Est-ce qu'on pourrait prendre le temps là de faire un petit tour d'horizon des 9 et puis ensuite on creuse chacun d'entre eux? D'accord. Alors un petit mot avant de... Vas-y. Partir, il est question d'être clair sur qui je suis au fond. Ok. Et donc, la proposition ici, c'est de dire, bah voilà, je suis constitué d'un certain nombre de facettes, ici 9, Okay. et on va jouer à explorer cette cohabitation des différents petits moi qui font que je suis moi. Et donc, après, oui, pour que ce soit un peu plus simple, on dit qu'il y a une facette en moi qui cherche la perfection, qu'il y aura une autre facette altruiste, Okay. une troisième qui aime se battre et réussir, Yes. une quatrième plus romantique qui préfère aller en dedans et écouter ce qui se passe en dedans. Okay. Une cinquième très le cerveau froid qui aime bien prendre du recul pour comprendre ce qui se passe là. Okay. Une facette 6 qui est plus anxieuse de ce qui risquerait de se passer et qu'il y ait insécurité. Okay. Une 7 qui est un enfant intérieur qui aime bien jouer. Okay. Une facette 8 plus chef qui aime bien dire ce que je veux et ce que je pense. Okay. Et une facette 9 plus médiateur qui aime la paix et qui fait en sorte que ça se passe doux et soft. Ok, cool. Qu'est-ce que t'en penses? Que moi, ce que j'ai retenu des titres, ça m'intéresse d'avoir ta vision sur si t'es d'accord, pas d'accord. Donc moi, dans ma mémoire, j'avais retenu perfectionniste le numéro 1, altruiste numéro 2, donc ça, je crois que c'est un peu similaire. Le 3, je crois que j'avais retenu quelque chose du type compétiteur, peut-être. C'était comme ça que j'avais retenu. Le 4, je l'avais retenu en tant qu'artiste. Ça te oui, parle? on a tous une facette artistique aussi. Oui, oui, je prends. Le 5, j'avais retenu penseur. Oui, ou observateur, oui. Et le 6, loyaliste, mais j'avais Oui. pas vraiment exactement compris l'idée. Enfin, derrière le mot. Et 7, altruiste, épicurien. 8, leader et 9, médiateur. Ça te parle un petit peu comme direction? Je prends. Le but, c'est d'être clair sur tout ça, c'est en moi et c'est interactif. Et en quoi c'est intéressant pour quelqu'un de découvrir, par exemple, qu'il est plus 1 ou 2 ou 3 ou 7 ou 9, peu importe? Alors là, on rentre au cœur du truc. Si je réussis à mettre un mot sur ma facette qui est principale, je peux faire le départ d'une chasse au trésor à réouvrir le reste de mon potentiel que j'ai pas exploité encore assez. Donc si je nomme mon principal, c'est pour mieux ouvrir le reste du potentiel. Au point que la découverte que font la majorité des participants, c'est que mon principal est plus principal que ce que je crois et que je suis à 80-90% sur une facette et sur une seule et que c'est bien triste parce qu'à trop être sur une facette, je suis pas équilibré avec les 8 autres qui sont un peu en bad à faire en sorte que je ne m'occupe pas assez d'elle. Tu peux donner un exemple pour que ça soit que j'arrive à plus le rendre concret? Oui, donc admettons que moi un jour je me retrouve en profil épicurien, à avoir une facette drôle qui aime jouer. Okay. Donc je suis un optimiste qui aime voir le ciel bleu. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et ben le constat que je vais faire ici, c'est qu'à force d'avoir été trop ça, je n'ai pas su mettre au premier plan la facette du sceptique qui aurait pu anticiper certains risques et dangers avant qu'ils ne me pètent en pleine gueule. Donc, de découvrir que je suis un épicurien optimiste, c'est bien, mais ça peut me faire dire, ok, et peut-être est-ce que tu l'es trop,
Et peut-être que ta facette de perfection, de rendre les choses plus carrées, plus droites, aurait été utile à certaines occasions, parce que c'est bien sympa de faire le pit, mais tu pourrais ne pas être pris au sérieux dans certaines situations aussi. Donc, c'est découvrir sa facette d'ombre. Voilà. On a tous des qualités principales, en tout cas une principale, et c'est très chouette. Mais si elle devient trop excessive, cette facette principale, elle nuit à mon équilibre. Avant ça, pour comprendre, toi, ça devient d'où cette passion? Je sais pas comment le dire. J'ai eu des difficultés d'expression enfant, difficultés d'élocution. Et donc, assez vite, j'ai été confronté à j'ai envie de parler avec toi. Et j'ai une autre facette en moi qui fait que ça bloque et que ça ne sort pas. Donc peut-être qu'à cause de ça, je me suis intéressé à la vie intérieure, comme j'appelle ça, comment ça fonctionne en moi et qu'est-ce qui fait ça. Et puis, oui, j'avais peut-être une maturité affective qui était haute que d'autres enfants qui étaient libres d'expression eux. Tu en souffrais d'avoir du mal à communiquer? Ah oui, quand tu as 13 ans et qu'il y a une fille en face que tu aimerais bien aborder, que ça ne se fait pas, c'est pas cool. Donc ça a eu de souffrance, je sais pas, ça a été une difficulté de vie que j'ai eu à surmonter en d'autres temps et ça accroche encore, comme tu peux entendre. Et du coup, à l'époque, c'était du même type, c'était pire, C'était pire, mais je veux dire, c'est la curiosité que j'ai associée avec assez vite qui était intéressant. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Alors que je souffrais peut-être, je sais pas, oui, je pense. Mais de creuser la souffrance, ça m'intéressait moins de quid. Qu'est-ce qui fait ça? Et donc, je me suis intéressé à la psychologie avant d'autres. Okay. Et puis après, j'ai été voir qui la PNL, toutes sortes d'outils qui existaient jusqu'à ce que cet énéagramme vienne sur ma route. Et là, je me suis dit, là, il y a un outil qui est simple, qui est accessible à tous et qui peut révolutionner la vie d'une personne en 3 à 4 jours. Cette découverte du qui suis-je, je l'ai vécu avec cet outil beaucoup plus fort qu'avec les autres que j'avais pu avoir avant. Ça, c'était il y a 30 ans. Entre deux, j'ai écrit 5 livres et j'ai eu un certain nombre de personnes en stage qui, alors pour les 80% qui osaient s'impliquer sur 4 à 5 jours, quasiment toutes ont dit « Waouh, Eric, c'est absolument dingue, il y aura avant, après ». Comme si la découverte que je viens de faire, ça me fait un changement de perspective sur moi et sur l'autre. Aujourd'hui, là, les troubles d'élocution, c'est ce qu'on pourrait appeler bègue. Oui. Quelqu'un qui nous écouterait, peu importe son âge, qui en souffre, t'aurais envie de lui partager quoi? Que il n'y a rien d'inéluctable et qu'avec un certain nombre de techniques, on peut arriver à surmonter ça. Et aussi que cet outil est une révolution. Cet énéagramme est une révolution. Et plus ma conscience de moi est bonne, plus je serai apte à surmonter les écueils quand ils se produiront. Mais par exemple, quelqu'un qui souffre des problèmes d'élocution, c'est quoi des techniques qu'il peut utiliser pour... La relaxation est un truc. Et quand tu dis relaxation, c'est dans le sens respiration, méditation? Oui. Okay. Oui. Et puis, une des révolutions de cet énéagramme aussi, c'est qu'il y a une intelligence tête, une intelligence cœur et une intelligence corps. Et que quand les trois marchent ensemble, la parole est fluide. Et que s'il y a interaction ou que si ça bug à certains instants, c'est que peut-être le centre affectif est trop fort et que c'est là qu'il faut que tu calmes ou que la tête-corps se passe mal. Donc, de comprendre ça et d'essayer d'avoir du recul par rapport à ça est un gros plus, oui. Et donc là, aujourd'hui, tu animes combien de jours de formation d'une année? Eh bien, j'ai pas fait le compte. J'étais à 120 jours de formation l'an avec des groupes de 10 à 100. C'est inspirant pour quelqu'un qui avait des problèmes d'élocution. Oui, on peut dire ça. Oui. Je trouve, parce que j'imagine quelqu'un qui... Moi, j'étais très timide, donc j'ai pas de problème d'élocution, mais j'étais pas à l'aise non plus avec cette fille qui me plaisait. Et donc, on peut vite rentrer dans des cercles vicieux où t'as des problèmes d'élocution, t'es stressé d'avoir des problèmes d'élocution, donc avec ton stress, c'est pire. Donc, c'est pire, tu renforces ta croyance et c'est un peu une boucle infinie. Pareil avec le stress, moi, c'était pas l'élocution, mais j'articulais, mais ce que je disais, c'était pas très incroyable vu que j'étais stressé. Donc, c'est intéressant de se dire, pour quelqu'un qui est stressé socialement, qu'on peut avoir des problèmes d'élocution et faire 100 jours de formation. C'est beau. Chouette. Toi, t'es quel profil, du coup, dans les 9? Je suis le profil de l'épicurien que je viens d'évoquer un peu plus tôt. Okay. Donc, un peu trop
optimiste, Ok. à avoir envie de fun. Ok. Donc il faut que la relation soit fun, il faut que mon job soit fun, il faut que les soirées soient fun. Et dès que c'est plus fun, ça ne me va plus. Et donc le job de ma vie a été d'accueillir les contraintes comme utiles aussi. D'être capable de se mettre un cadre, c'est une privation de liberté et c'est sécurisant aussi. Et donc, par exemple, tu peux donner un exemple Oui. de contrainte que tu supportais pas et Exemple qu'aujourd'hui, type. c'est plus Alors, fun. moi pas, mais une que j'ai en stage, c'est un parent qui a un enfant en base 7, on va appeler ça comme ça, un enfant de ce profil-là qui, à la rentrée de septembre, à l'âge de 8 à 10 ans, dit « Eh bien, cette fois-ci, j'aimerais bien m'inscrire à 20 sports. Donc, sur l'année à venir, le mercredi après-midi ou le week-end, quand c'est heure de sport, j'aimerais bien en pratiquer 20. » Ok. Donc, toutes les 2 semaines, changer, quoi. Eh ben, le rôle des parents là est de dire on se calme. J'entends que tu aimes la diversité, j'entends que pour que ça reste fun, il faut que tu changes vite, ok. Mais 20, c'est absurde parce que tu rentrerais dans un tellement de diversité que tu ne profiterais de aucun. Donc nous, on va accepter 2 ou 3 et on va te mettre ce cadre de 2 ou 3 sports et pas 20. Et on fera le maximum pour que tu puisses avoir la liberté de passer de l'un à l'autre sur les 3 là. Donc si c'est la liberté et le fun qui est important, nous les parents, on pense que tu en profiterais mieux en te restreignant un peu plutôt qu'à trop. Et l'autre exemple que j'ai aussi, c'est une personne de ce profil-là qui a 18 ans, se ferait inviter à 4 booms différentes un samedi soir pour être sûr de pouvoir passer de l'une à l'autre quand il y en a une qui est chiante. Donc dès que ça bug un endroit, je fais une pirouette et je passe au plan B. Bah, c'est à la fois un système qui va marcher un temps, mais qui est pas très fun à terme, pour reprendre ce mot-là, qui est pas très fun à terme, parce que tu ne t'impliques plus assez dans aucune, et donc la jouissance que tu as d'une soirée est faible, puisqu'en zappant comme ça, avec peu d'implication, il y a peu de gratification. Ce serait similaire à quelqu'un qui passe son temps à rencontrer des nouvelles personnes et qui, du coup, se prive de créer une relation profonde. Exactement ça. Exactement ça. Si on creuse les 9 profils et que tu t'en disais plus pour chacun des 9 profils pour que les personnes puissent potentiellement se reconnaître déjà en t'écoutant, qu'est-ce qui serait intéressant d'explorer, quoi? Leur désir, leur peur. Là, tu as parlé justement de on va dire la zone de génie, c'est mes mots, hein. La zone de génie et la zone d'ombre. Ou si on passait sur chacun des 9, c'est quoi? Ce serait la peur principale associée à chacun, je pense. Ok. Donc la théorie, le principe, c'est qu'enfant, j'aurais une réaction principale à l'une des 9 grosses peurs ou d'un 9 gros bugs que je pourrais te citer là. Donc, est-ce que tu veux que j'associe un petit exemple à chacun? Ouais, ça peut être fun. C'est pas... T'as bien compris le truc. En piste, donc, je vais commencer avec le profil 6 qu'on appelle le sceptique. Ok. Et donc là, il y a eu un bug. C'est-à-dire? Oui. Ok. Là, il y aurait eu un bug exemple que je cite chaque fois, c'est dans la pièce principale un soir, les parents disent au petit enfant, écoute, c'est l'heure d'aller te coucher, allez, va te coucher, tu nous fais une bise, bye. Et rassure-toi, aujourd'hui, on ne sortira pas. Okay. C'est qui? C'est les parents? Oui, les parents disent à l'enfant, tu peux dormir tranquille, aujourd'hui, on ne sortira pas. Ok. Donc l'enfant va se laver les dents, fait un bisou, va se coucher dehors, se réveille 2 ou 3 heures plus tard après avoir fait un cauchemar, il y a pas de parents. Se réveille en bad, se souvient, lui qui a besoin d'affection à ce moment-là, que c'est dans la pièce principale que les parents ont dit qu'aujourd'hui ils ne sortiraient pas. Donc si c'est dans la pièce principale qu'ils m'ont dit qu'ils ne sortiraient pas, ils doivent y être encore, puisqu'ils avaient dit qu'ils ne sortiraient pas. Donc tac, 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 je frappe, j'ouvre la porte et rien. Et donc là, il y a pu y avoir un sentiment de trahison, une espèce de les personnes dans lesquelles j'avais investi toute ma confiance m'ont trahi, elles n'ont pas respecté la parole comme quoi. Bon, peut-être que le père est aux toilettes à cet instant-là, mais que la mère était à la cuisine en train de se servir un verre d'eau. Donc la question, c'est pas les parents, c'est moi l'enfant. J'ai pu avoir un ressenti entre ce que je croyais entendre et une réalité que j'ai pu voir. Il y a eu ça ne matche pas. Et donc là, ça peut enclencher des personnes qui vont être
très acute, très à vif sur pourquoi tu me dis ça. Et quand tu me dis que tu ne sortiras pas ce soir, ça veut dire quoi? Que tu quitteras pas cette pièce ou que tu as le droit d'aller jusqu'à la cuisine ou que tu vas quand même sortir et revenir sans me... Donc voilà, il y a une espèce C'est de bien pour être scientifique. défiance. Il y a une espèce de défiance ou en tout cas une remise en question de ce que je vois, c'est bien, mais en arrière de ce que je vois, il y a peut-être autre chose. Ok. Dans ce que tu me dis, c'est bien, mais pourquoi tu es en train de me dire ça ce jour-là comme si et ça? Voilà, ça c'est le Et profil. tu dirais que En revanche, la force d'un profil 6, c'est quoi du coup? alors du coup, je vais devenir quelqu'un de loyal et de fiable, puisque ce que j'ai vécu est quand même pas cool. Donc pour éviter que ça se reproduise avec d'autres, moi je vais faire ce que je dis, je dirai ce que je fais et tout sera clair de chez clair, de chez clair. Si j'ai rendez-vous avec toi à 20h pile, je serai là à 20h pile et si tu me disais de faire ça, je vais faire ça. Donc je vais essayer de sécuriser le monde extérieur en étant moi fiable. Ok, trop cool. J'avais retenu, tu me dis ce que t'en penses, sois à l'aise de contredire ce que j'ai retenu, qu'il y avait une notion d'appartenance au groupe dans le profil 6, ça te Oui parle? aussi, alors ça c'est autre chose. Si j'ai une petite bande de potes qui m'aiment bien, eh bien peut-être seront-ils là pour me défendre si le monde extérieur est pas sympa avec moi un jour, si je suis agressé. Si le monde extérieur venait à m'agresser un jour, j'aurais bien fait avant d'avoir une bande de bons potes qui viendraient avec moi pour me défendre dans la situation grave. Et donc c'est des profils qui vont selon toi plus justement faire en sorte de faire partie d'un groupe? Oui, c'est plus rassurant de faire partie d'une équipe de foot Du gang quoi. où j'en aurais 11 qui m'aiment bien et avec lesquels j'aurais des bons liens pour affronter ce monde-là que moi je considère comme insécurisant et peu fiable. Ok, je comprends. Donc c'est le 6. C'est une idée de meute, voilà. Si j'ai une meute, je me sens moins en bas et moins seul. Ok. Suivant. Et t'as l'intention qu'on passe les 9 comme ça en... Exactement. Bon, chouette. Allez, puisque je suis parti du 6, on va passer au 5, on tourne. Donc en 5, il est question de intrusion. Donc le 5, c'est notre ami observateur. Alors intrusion, c'est quoi? Intrusion, c'est pourquoi pas, c'est un exemple que je cite très souvent aussi. J'étais dans ma chambre un jour à jouer. Ok. Ok. J'étais le dos à la porte de ma chambre. Ok. Ok. C'était un mercredi vers 11h30. Mhm. Et je suis là du jour. Et d'un instant à l'autre, je ressens une présence dans mon dos. Ouh. On a pénétré dans mon intimité sans que je m'en rende compte. Ouh. Donc, intrusion grave. Et là, il y a tout un clic-cloc, une compréhension du monde qui se met en route en disant, petit crétin, si tu te mets le dos à une porte, eh ben, tu laisses la possibilité à quelqu'un d'entrer sans que tu le vois, donc c'est pas cool. Donc la prochaine fois, tu ferais mieux de jouer à l'autre bout pour voir la personne qui arriverait de un peu plus loin. Ok. Et 2, si tu possèdes les bonnes infos, tu seras plus jamais pris par surprise. Exemple, le mercredi, c'est jour de marché. Ma chère mère va faire son marché de 10 à 11. La probabilité qu'elle rentre à 11h30 est grande. Et la probabilité que la première chose qu'elle fasse en rentrant, c'est de venir frapper à ma porte pour voir si je vais bien ou pas, est très très grande. Donc c'est en acquérant le maximum d'infos et en interprétant certaines infos que je me sentirai en sécurité. Et tu dirais que la force d'un 5, c'est quoi du coup? Eh bien, c'est justement, c'est drôle, donc ça fait des personnes qui aiment bien avoir du recul sur une situation. Donc, s'il y a un accident un jour, admettons, c'est un exemple que j'ai eu un certain nombre de fois en stage, un 5 était en cordée en alpinisme avec des potes, et puis pouf, c'est parti en vrille, et il y avait des bras cassés, du sang partout, blablabla. Eh bien, le 5 dit, dans une situation comme ça, j'ai la capacité de m'extraire, de prendre du recul et de n'être plus qu'une tête qui pense. Donc je suis capable de couper ici chaque émotion, toute émotion qui risquerait vraiment de le surgir. calculateur quoi. Donc je coupe toute émotion et je deviens, toi tu fais le 17 et tu appelles le machin, toi tu fais un garrot à celui-là, toi tu. Donc je suis devenu maître d'une situation avec une capacité très froide Donc dans stratégique, ma tête. Voilà, calcul. très froide. Et plus je prends du recul avec une situation, plus j'ai l'impression de avoir les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer là. Donc
Alors après, la critique qui va avec, c'est qu'à force de prendre du recul, Je bouge eh ben, pas. tant mes collaborateurs que mon conjoint peuvent estimer que je suis trop lointain, trop à distance et pas assez là et proche. Pas assez dans l'émotion, dans la relation. Exactement. Ok. Et Exactement. on pourrait mettre des personnalités un peu connues par tout le monde pour chaque profil? Alors ça, c'est a priori non, parce qu'il faudrait que je trouve, à part une personnalité comme Noah, qui fait une unanimité et que chacun aime en principe dans les statistiques et qui serait plutôt en base 7, Ok. c'est très difficile de trouver des personnes qui soient aimées par 100% des Français. Et donc il suffirait que je dise un nom pour qu'il soit plus aimé ou mal Ah aimé oui, en ça- fonction de son type. ça- Ça, c'est un Ah oui, peu... c'est pas grave ça. c'est Et un les peu gens, ils plus prendront du dur. recul, ça c'est leur boulot. Un- Mais juste, si on avait je des suis clics. pas sûr que je trouve... je pense que notre astronaute, Ah oui, j'ai oublié le nom, oui. est Thomas Pesquet, plutôt en 5. plutôt en 5. Typiquement, être capable de... Il le dit, il est déconnecté de ses émotions. Capable d'être loin d'une situation pour mieux appréhender et comprendre. J'essaierai d'en trouver un comme ça à chaque fois. Donc le 6, je peux pas faire La confiance. trahison, oui. On m'a trahi dans ma perception Oui. et donc tu dois faire attention. Le 5, Je j'ai eu dois l'impression. mettre de la distance pour pas être intrusé trop fort et trop vite. Ok, Donc je préfère te faire un check de un peu plus loin qu'un peu trop proche ok, et te maintenir à 1,50 m pour voir ce qui se passe quand tu me parles. ok. On 4, va passer en 4. Alors là, il est question de abandon. Alors la métaphore que j'ai avec ça, c'est un enfant dont le père aurait été un marin au long cours. donc il part Et régulièrement. donc, tous les 6 mois, la mère et moi, on partait au port et puis sur le quai. Et puis, j'embrassais mon père très fort qui partait. Et j'avais une émotion très forte dans ce contact que nous avions ensemble là. J'avais l'impression que je comptais. Il n'y avait que moi au monde quand il me serrait dans ses bras. De l'autre côté, il n'y avait que lui au monde quand je le serrais dans mes bras. Une émotion très noble, très forte, très, très belle, très tout. Et puis, il montait sur la passerelle. T'as le bateau qui partait. Il était au bastingage à faire la reine d'Angleterre avec sa main comme ça. Moi, de l'autre côté, j'avais la main aussi. Je le regardais, il me regardait. Et le lien que j'avais avec lui était très beau, très fort, très riche et tout. Jusqu'au moment où le petit point du bateau de l'horizon, le petit point du bateau de papa quittait cette ligne d'horizon. Et de un instant à l'autre, le lien avec papa était brisé pour les 6 mois qui venaient. Donc j'étais passé de une émotion forte et grande et belle à rien, à une béance affective de lien avec lui pour les 6 mois qui suivent. Grave, quoi. Et donc là, pouf, une espèce de sentiment de abandon. Alors c'est pas qu'il me quittait, c'était que 6 mois, mais cette déchirure au niveau du cœur, très forte et très grave et très lourde, quoi. J'étais au Graal de tout beau dans un lien profond et beau et puis rien. Ok, donc, petit 1, puisque de un instant à l'autre, je peux passer d'une émotion très forte à rien, il n'y a pas de raison que dans l'autre sens, ça marche pas aussi. Et que de un instant à l'autre, parce que il fait beau et que le rayon du soleil qui passe à travers la feuille verte donne à cette feuille un certain éclat qui brille et qui va toucher le fond de mon cœur et que je vais ressentir une émotion très belle, ça peut arriver très vite dans un jour. Et donc, je vais être un chercheur en quête de retrouvailles avec une qualité et une amplitude d'émotions aussi belles que dans les bras de mon père avant qu'il parte. Donc, je sais qu'un instant comme ça existe, reste à le retrouver. Donc, je vais passer mes journées entières, les yeux grands ouverts, à espérer de revivre ça, soit par le regard d'un petit enfant qui passe, ou par la qualité d'un lien que j'ai avec toi là, ou je sais pas, si ça descend très vite, cette émotion qui disparaît, il est pas inconcevable qu'elle puisse réapparaître aussi sec. Donc, en quête de intensité, de émotion de personne à personne. Donc, j'aime le beau, j'aime qu'une relation soit belle et profonde, et je vais être en quête de ça. Mais, le corollaire qui va avec, c'est que je vais être déçu 9 fois sur 10 par les situations, parce que je vais les trouver un peu mièvres, un peu sympathiques et pas plus, en tout cas pas à la hauteur de la projection que j'ai d'une émotion qui doit être belle et grande et waouh. Et quelle différence tu fais avec le profil 7 du coup?
Et bah, le 7, c'est toute chose. Il veut du fun, lui. Il veut kiffer. Donc, le 7, il passe de une partie de ping-pong à une allusion drôle, à une blague, à un Donc c'est cocktail pas avec forcément des le potes. beau, c'est le fun. C'est ça. Oui, en 7, c'est plutôt une multitude d'expériences sympas qui s'enchaînent. Là où le 4, du coup, c'est plus Là je où le cherche 4, à avoir de Le l'émerveillement. 4, à la limite, il va voir Out of Africa ou La route de Madison un jour. Il reste là, il est pris par ce film romantique et beau entre cet homme et cette femme, dont on a compris depuis le départ que ça marchera pas, qu'ils se quitteront, qu'elle mourra, je sais pas quoi. Et le 4 va trouver ça beau, ça va le toucher au fond de l'âme, et il restera à la séance qui suit, et puis à la 3e, parce que c'est tellement beau à vivre, et les images sont belles, et les dialogues sont justes, et tout ça est beau et grand et nain. Tu l'appelais romantique tout à l'heure, Oui, c'est ça? c'est le romantique. Le 7, lui, il est parti jouer au flipper au bout d'un quart d'heure, considérant que cette histoire C'est un n'avait peu pas de chiant, sens, parce que ça il a senti depuis le départ que ça n'aboutirait pas, que leur histoire ne marchera pas, et donc autant partir au bar du camp pour faire Oui, donc tu le vois, 7, c'est il veut pas de la dans le même- stimulation. Voilà. Yes. Ok. Voilà. Et donc ça donne quel talent En 4, en 4? eh bien, en 4, alors j'aime pas trop mettre un job sur un type, mais ce que j'ai trouvé de plus intéressant en 4, c'est le créateur de logo. Ok. Et donc, en tant que créateur de logo, il faut que je t'écoute dans un premier temps, si je dois faire ton logo. Il faut que j'aille voir vraiment la belle personne que tu es au fond, Pour le retranscrire. que j'essaye de trouver une belle image simple et belle et propre et cool qui transmet le message de la personne que tu es. Et donc, ça m'aide à descendre en toi, ça m'aide à descendre en moi, ça m'aide à créer. Donc, d'où la fibre artistique, quoi. Je vais devoir créer artistiquement un truc qui soit beau et qui touche. Ok. Trop cool. Le 3? Alors, on en a plein en 4, facile d'imaginer des profils. Le 3? Le 3. Alors, là, on est dans une peur existentielle, pour dire ça comme ça, de l'échec du lien, de la relation. Et donc, j'ai peur d'échouer dans le lien que j'ai envie de créer avec toi. Donc, j'ai peur d'être rejeté. Et donc, la métaphore enfant, ce serait un petit enfant qui rentre de classe un soir à 4h30, qui tombe sur sa mère qui est là, qui a fait l'effort d'être là, et qui, comme chaque jour, lui pose les mêmes questions. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as eu de bonnes notes? Et Dieu sait pourquoi, ce jour-là, ce petit garçon, cette petite fille, va prendre un petit instant pour descendre au fond de son cœur, ou en dedans, pour évaluer si il va bien, et si il a eu de bonnes notes. Et donc, il descend dedans, il s'écoute, et il se dit, bah non, quoi. Et donc, il répond non à sa mère, et le désespoir qu'il va lire dans le regard de sa mère à cet instant, il va se dire, oups, là, ce n'était pas la bonne réponse, en tout cas, ce n'était pas la réponse qu'elle souhaitait avoir, et j'ai peut-être mis en danger la qualité du lien que j'avais avec elle en faisant une réponse qui n'était pas la réponse appropriée par rapport à ce qu'elle espérait. C'est en faisant la réponse ou c'est la performance elle-même? Quand je lis le désespoir dans son regard, j'entends bien qu'elle est déçue par la réponse que je fais ou que j'ai entaché la qualité du lien que j'avais avec elle avant par cette réponse qui n'a pas plu ou qui n'était pas celle qu'elle espérait, je sais pas quoi. Plus jamais ça, plus jamais ça. Donc si pour sécuriser un lien, il faut que je fasse plutôt à l'autre une réponse qu'il ou elle espère, eh ben je vais m'adapter à ce que l'autre souhaite et je vais lui offrir ce qu'il veut plutôt que de redescendre au fond de mon cœur parce que je l'ai fait une fois, ça n'a rien eu de concluant. Donc je vais vivre un peu en surface, à m'adapter à l'autre, à ce qu'il veut que je fasse, au résultat qu'il ou elle veut que j'ai, à ce qu'il espère que je dise. Et donc quand on demande à un profil 3, est-ce que tu m'aimes? Évidemment, le 3 va répondre oui dans la majorité des cas, sans même s'écouter en dedans. Parce que s'il s'écoutait en dedans, il pourrait découvrir que peut-être plus tant que ça, mais oser répondre plus tant que ça endommagerait un lien, et donc niet. Donc je court-circuite ma vraie émotion dans une première partie de vie, en tout cas. Ouais. Dans une première partie de vie, je tends à court-circuiter mon vrai ressenti du cœur pour offrir à l'autre ce qu'il ou elle veut entendre. Okay. Et donc là, je peux passer en suradaptabilité, et c'est dangereux, parce qu'à force de jouer un rôle ou d'offrir à chacun ce qu'il veut entendre, eh bien, je peux offrir des visages différents à chaque interlocuteur que je rencontre. Ça, c'est un jeu où on peut se perdre.
Ok, donc c'est vraiment le À côté trop je joue jouer, des personnages, à quoi. trop jouer des rôles, on peut se perdre. Et et de deux, j'ai l'impression par rapport aux deux questions que ma mère préférait que j'ai de bonnes notes. Ok. Donc ça fait des personnes qui aiment bien atteindre des résultats et prouver qu'ils ont eu des résultats. Donc la métaphore, entre autres, c'est le petit garçon qui va faire une maquette. Il fait sa maquette et il vient la montrer à ses parents après, en disant « Regardez, c'est moi qui ai fait ça. Genre, aimez-moi pour la production dont j'ai été capable. » Et dans la vraie vie, bon, je ne dis pas que c'est tous des commerciaux, parce que je n'aime pas mettre des jobs sur certains Ouais, bien types. sûr. Si j'avais un job de commercial, disons, si j'avais un job de commercial, je pourrais apprécier ça en tant que 3, parce que je vais pouvoir mesurer ma performance mois après mois. Et plus ma performance augmentera, plus ma confiance en moi va augmenter, parce que je me sentirai capable de être un producteur, j'aime pas ce mot-là non plus, mais être quelqu'un qui atteint les objectifs qu'il se fixe et qui améliore ça. Encore. Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 points dans ce que tu as décrit. Oui. Qui est d'un côté la perception de je suis pas à la hauteur aux yeux de ma mère et donc du coup je vais travailler plus, je vais performer, je vais atteindre des résultats. Et un autre point qui est je vais donner aux autres ce qu'ils veulent entendre. Exactement. Et tu dirais que c'est les 2 mêmes degrés. Ça marche ensemble. C'est-à-dire que si je reprends cet exemple de commercial que j'ai pris un peu plus tôt, si à chaque fois que je rencontre un client, je peux charmer le client en m'adaptant au rôle que je crois qu'il veut avoir en face. S'il veut un gros dur, je vais tendre à jouer le gros dur. Donc, j'ai ma capacité de conviction. Oui, voilà. J'ai mes capacités de conviction, c'est une chose. Améliorer mes résultats, c'est une chose. Mais j'aime bien cette adaptation à l'autre. C'est inné aussi. Enfin, c'est devenu inné avec le temps. Et j'aime jouer ça. Sauf que je ne me rends pas compte que je me perdrai à terme. J'ai un exemple par rapport à ça qui vaut ce qu'il vaut. Ouais. J'ai un monsieur de 55 ans en stage qui nous a dit que il était venu parce que, comme chaque jour, depuis 25 ans, il y a 15 jours, il s'était réveillé tôt, il avait fait un coup de gym, et puis il était parti au garage, il avait ouvert le coffre de sa voiture, et que comme chaque jour, il avait installé dans le coffre 5 costumes, 5 chemises, 5 paires de chaussures et 5 cravates pour être capable de s'adapter, de se adapter à chacune des situations qu'il rencontrerait. Donc avec ce client-là, il vaut mieux ce costume-là. Après, je vais avoir une équipe de 10 personnes, il faut que je leur dise des choses, ça va être important, je préférais cette cravate-là et cette chemise-là. Et il racontait qu'au bout de 25 ans comme ça, quand ce matin-là, il a mis ses 5 costards dans son coffre, il s'est senti juste fatigué, quoi. Il a dit, j'en peux plus, quoi. Assez, quoi. C'est trop. Ça a été ma vie pendant longtemps, mais là, c'est juste trop. J'ai plus envie de ça. Et donc là, on revient dans ce que je disais avant, c'est-à-dire que la prise de conscience de son principal est une clé, en disant marre d'être trop ça, et c'est une clé à réouvrir le reste de son potentiel. Donc trouver son profil n'est que le départ d'une chasse au trésor pour être quelqu'un de plus grand, de plus équilibré, et de découvrir surtout que je n'ai utilisé que 10% de mon potentiel jusqu'ici, le principal, qui ne représente que 10% de mon potentiel, et ce serait bête de partir un jour sans avoir été voir qu'est-ce que c'est que les 90% autres. C'est intéressant parce que ça rentre en opposition quelque part. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui est fan du disque, tu sais, les 4 couleurs. Oui, et sa vision du monde, je dis pas qu'elle a raison, mais c'est la sienne, c'était le jour où je découvre que je suis bleu, quelque part, c'est libérateur parce que j'ai plus besoin de... Elle prenait l'exemple du profil bleu, donc plus structuré, plus dans les process, dans la structure, etc., qui régulièrement... On lui fait des retours comme quoi il est pas assez solaire, pas assez dans le lien, pas assez fun, et se suradapte à essayer de l'être. Et le jour où il découvre qu'il est bleu, se dit en fait je suis bleu, point, c'est comme ça, et donc du coup arrête d'essayer de changer. Elle prenait l'exemple opposé de je suis jaune, régulièrement les gens me répètent que je me suis pas assez préparé, j'ai pas anticipé, j'ai dit des conneries, j'aurais dû faire attention. Et elle, son point c'était quand tu découvres ton profil, et derrière, j'arrête de me demander de changer. Et là, j'ai l'impression que tu dis l'opposé presque, dans ta vision. Alors, je suis OK. Alors, t'es pas forcément obligé de l'être, ça m'intéresse juste d'avoir Je suis bleu et je resterai bleu. Ouais. Mais
plus je m'enrichirai des autres petits moi que je n'ai pas explorés encore, plus je serai capable de passer d'un bleu foncé à un bleu ciel, d'un bleu vert à un bleu turquoise. Donc, il y a un fil rouge sur ce que je suis, nos 9 profils, nos 9 structures de caractère, on les a une fois pour toutes. L'une est principale. Donc la base, elle va rester, mais la base va rester, mais fonction de ce que tu évolueras. Tu peux passer d'un bleu nuit à un bleu ciel très clair qui touche au blanc, qui est encore bleu. Donc, c'est pas parce que je resterai sur un fil rouge ou sur une trame principale que je peux pas explorer 1001 autres facettes de moi. Plus j'irai passer d'un temps rouge, plus je serai capable d'avoir un bleu mauve. Plus j'explorerai ma facette jaune, plus je serai capable d'aller... Quand il le faudra, je pourrais explorer le bleu en turquoise. Donc, tu vois, être capable de pas juste rester un bleu nuit bête une fois pour toutes. Au contraire, avoir envie de explorer ce bleu de 1001 façons. Ok, donc du coup, dans ta vision du monde, ça voudrait dire, par exemple, pour le profil 7, qui va être plus l'équivalent un peu du jaune, si on fait schématique, avec les 2 tests de personnalité, enfin, 2 archétypes de personnalité, que toi, dans ta vision du monde, le 7 va s'enrichir d'être capable d'apprécier de la contrainte, de pouvoir en mettre dans sa vie, le voir autrement, d'anticiper, etc. Alors là, on touche à du gros lourd, j'ai envie de dire. Il est question que dans chacun des profils, il y a un défaut principal, une zone d'ombre, qui là serait la dispersion, ou de vivre en superficialité à force d'avoir une vie faite de plaisir qui se enchaîne vite. Et que la vertu, donc on a tous un chemin de perdition, pour dire ça comme ça, et de l'autre côté, on aurait aussi une vertu, et la vertu, ce serait ce que je donne à mon plus beau quand je reste ce que je suis, sans être excessif. Et donc en 7, si j'aime voir la vie en rose, si je suis optimiste et si tout ça, ok, eh bien j'ai un chemin de vie qui passera sur trop consumer les petits plaisirs à court terme, vers apprécier le peu. Gagner en épaisseur pour être quelqu'un de plus sobre, qui incarne une joie plus saine et profonde, parce qu'elle vient de mon intérieur et qu'elle est devenue plus épaisse. Une fois que j'ai renoncé à trop de petits plaisirs stupides en me concentrant plus sur certains trucs, quand j'incarne cette joie intérieure profonde, par capillarité, je participerai à transmettre cette joie aux autres qui sont autour. Donc, dans la première partie, je suis un égoïste qui pense qu'à lui, à ses plaisirs et tout. Et de l'autre côté, je deviens responsable d'une joie profonde que j'incarne pour faire du bien à ceux qui sont autour. Mais dans les 2 cas, je suis optimiste. Dans les 2 cas, j'aime le fun. Dans un cas, je contrôle mon côté excessif et dans l'autre, pas. Et donc, cette logique-là, entre guillemets, elle s'applique marche sur chacun des profils où par exemple, si on prend le 5, donc un peu calculateur, qui prend de la distance Exactement. Dans la relation, donc il va garder cette capacité de calcul. Il peut avoir un côté avare, c'est comme ça que ça s'appelle dans un autre truc, un côté avare où je prends du recul, j'ai besoin de moins en moins de choses, j'aime de moins en moins le contact avec l'autre, parce que plus je suis tout seul dans ma tête à réfléchir et mieux je me porte. Et donc, je vais devenir très très avare de ce que je donne, de ce que je dis, de ce que je transmets aux autres, du temps, de la chaleur humaine que je communique avec les autres. Et donc un 5 à son pire peut se trouver une cabane au fond du jardin, pour appeler ça comme ça, et voir sa femme de moins en moins, voir ses enfants de moins en moins, et rester heureux tout seul à lire des livres toute la journée au fond du jardin, et à résoudre des problèmes de sudoku, des problèmes existentiels, des problèmes d'échecs, des problèmes je sais pas quoi. Ça, c'est avare à son pire. Et de l'autre côté, s'il maîtrise ça, il devient conscient que, étant un puits de science qui a accumulé plein d'informations en tout genre, il aurait peut-être une mission au monde à jouer, qui serait de faire des synthèses, on va le dire comme ça, de faire des synthèses de tout ce qu'il sait, et de oser revenir vers l'autre pour lui transmettre, avec sa capacité très claire et très synthétique, comment fonctionne la Terre, pourquoi la Terre tourne. Moi, j'étais subjugué, tiens. Nous qui cherchions un archétype 5 un peu plus tôt, je trouve que Hubert Reeves est un excellent exemple. Hubert Reeves était un 5, je pense, qui avait accepté de nous faire passer ce que c'est que le monde, comment marche le ciel, les étoiles et tout ça, les forces de l'attraction. Il t'expliquait ça en 10 mots simples.
Et je trouvais ça d'une simplicité dingue. Mais c'était après un certain nombre de heures de vol où il avait compulsé des livres, compris des milliards de choses et tout, qu'il était capable d'offrir au monde après. Ben voilà, là, c'est un très bel exemple de ça qui ose être fier, non pas de ce qu'il sait, mais être fier de la simplicité qu'il est capable de transmettre, de rendre simple des choses très compliquées. Trop bien. Le profil 2, du coup? Alors, on est arrivé aux deux entre deux. Alors, notre copain 2 altruiste, lui, il pourrait avoir une problématique avec le fait d'avoir été ignoré un jour. Et l'exemple que je prends chaque fois, ce serait une petite fille qui est à la veille de son anniversaire des 5 ans. Et les parents ont accepté de lui acheter une première robe. Ok. Et donc, nous sommes en février, un samedi, à 14h. Et le père dit qu'il va rester là. Et la mère dit, moi, je t'emmène acheter la robe. Donc, ils vont acheter la robe. La petite fille craque sur une petite robe bleue. Et pourquoi pas? Elle demande à la marchande si elle peut garder la petite robe bleue pour la montrer à son père, dès qu'elle franchira le seuil de la maison rentrante. D'accord, deal. Les deux femmes rentrent, la mère et la fille, on pousse la porte, et par mégarde, la fille va se mettre immédiatement entre son père et France-Angleterre de rugby, parce qu'on est un samedi de février, donc c'est France-Angleterre de rugby. Par mégarde, elle se met entre les deux, et elle dit à son père, « Regarde comme je suis belle dans ma petite robe bleue. » Et à ce moment-là, le père répond « Casse-toi, pauvre conne, je suis en train de regarder le match de rugby et si tu veux vraiment servir à quelque chose, passe par le frigidaire et amène-moi une bière fraîche. » Et donc la pauvre fille prend ça comme une claque, mais alors, espèce de douche. Bon, donc je ne vaux rien. Aux yeux de mon père, je ne vaux rien. Même avec la robe bleue, je ne vaux rien de chez rien. Donc ça, c'est mort. En revanche, il reste si tu voulais vraiment être utile à quelque chose, bière. Ok, donc si je rends service, voilà. J'existe, quoi. Donc, si j'avais décelé les besoins de l'autre, on va appeler ça comme ça, si j'avais discerné le besoin de l'autre, qui était une bière fraîche, et plutôt que d'amener la robe, si j'étais arrivé avec la bière, est-ce que j'aurais été ignoré autant? Non, je pense pas. Et donc là, on rentre dans clic. Plus je décèle les besoins de l'autre, plus je subviens aux besoins de l'autre, plus je passe en mode altruiste, on va appeler ça comme ça. Ouais. Donc ça va loin parce que le 2 devient expert, et c'est une histoire vraie, je deviens expert à te passer le sel à table avant même que tu te sois aperçu que tu avais envie de sel. Et quand tu me regardes, quand je te passe le sel, tu te dis mais comment il ou elle a-t-elle fait? Il me donne le sel, j'étais même pas conscient que j'avais envie de sel. Et donc il y a une forme de respect qui se met en place parce que j'ai eu de l'attention envers toi et que je t'ai amené ce que tu voulais. Donc foutu pour foutu, comme je ne vaux rien, autant que je sois utile. Et cette démarche altruiste, elle peut devenir très, très puissante au point que je peux être très fier d'être altruiste. Tu vois, c'est quand même bien. Je suis la personne qui, donc il y a une espèce d'ego qui se met en place autour de je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi à chaque instant. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à... Il y a un scénario qui est assez courant, je le vois régulièrement dans des interactions sociales où parce que j'ai envie, je dis je, c'est pas moi, mais c'est de manière générale, parce que j'ai envie de me sentir utile, je vais te faire parler d'un sujet dans lequel tu es en difficulté. Comme ça va me permettre de pouvoir t'aider. C'est-à-dire dans le sens, si j'exagérais la métaphore, je vais te jeter un peu du bateau pour te sauver du bateau. Exactement, et c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que par empathie, je vais être capable de déceler le sujet qui est vraiment important pour toi à ce moment-là. Donc à l'instant où je te propose le sujet en question, j'ai déjà été écouté au fond du cœur ce que tu avais envie. Donc une espèce de côté empathico-intuitif où je discerne très vite ce dont tu as envie là. Est-ce que je veux dire, est-ce que ça peut amener mon exemple, c'était est-ce que ça peut amener le côté... Je te pousse à l'eau pour mieux te récupérer c'est ça. De façon ultime, extrême, oui. C'est 1% des personnes, ne me fais pas dire, qui sont tous comme ça. Non, j'ai bien compris. Mais la caricature ultime, oui. Oui, okay. Ça peut aller... et donc ça va donner des profils qui vont être très bons, relations clients, infirmières, infirmiers, au service, serveur, enfin en tout cas des métiers où tu gagnes à être capable de lire les besoins de l'autre. J'ai toujours dit que sur un terrain de foot, les 9 types existaient, sauf le 2, qui lui est le kiné ou coach. Donc il est soit l'entraîneur,
ou le kinésithérapeute qui aidera chacun au prorata de. Mais être sur le terrain de foot comme les autres, c'est moins intéressant que d'être la personne qui sauve ou qui aide. Ou C'est le médecin sur le champ de bataille. qui coach, voilà. Ok. Voilà. Et donc, à son pire, il devient sûr et certain de ses compétences de altruiste. Et donc, de vouloir te rendre un service, de vouloir t'offrir un pain de nouilles parce qu'il a décidé que tu avais envie de nouilles aujourd'hui, de vouloir que tu lises ce bouquin-là, donc il décide un peu à ta place, il devient trop envahissant à son pire. Et le bon côté qui va avec, c'est quand il travaille sur lui un peu, il sait encore ce qui serait bon pour toi à ce moment-là, mais il se tait tant que tu lui dis pas. Donc tant que tu ne lui demandes pas assistance, le 2 qui a fait le travail ne viendra pas intruser ou être trop envahissant. Il te laissera libre de lui demander conseil ou pas. Dans ce que j'avais retenu, il y avait cette dynamique, tu me dis qu'est-ce que t'en penses, il y avait cette dynamique de après tout ce que parce que vu que je vais t'aider pour quelque part obtenir ton attention et ta validation, une forme d'amour en tout cas dans ma perception, que si je l'obtiens pas, je vais pouvoir potentiellement te culpabiliser au bout d'un moment de après tout ce que j'ai fait pour toi, Ouais. tu me rends pas alors C'est le mauvais côté. alors que ça n'a pas été clair dans l'échange quoi. Ouais, c'est le mauvais côté qui va avec. C'est que je te rends service, ou je crois te rendre service, ou je t'oblige à me laisser te rendre un service, et je te culpabilise après, quand tu me remercies pas après, qu'on se dit, oh, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, oh là là, mon Dieu, hein, Ouais. aussi bien dans une vie de couple que pro. Hein. Ouais. Donc, il peut y avoir ce côté... Je me sacrifie, mais après je me plains de me sacrifier quoi. Comme je n'existe à mes propres yeux que dans ce rôle altruiste, si je suis tu pas me reconnu. rejettes dans ce que je te donne, il me reste rien. Ouais, je comprends. Et donc le profil 1. Ah, tu perds pas le sens. Dans le profil 1, qui aime la perfection, qui aime tendre vers le mieux faire, il y a eu une difficulté avec le mal faire, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est mieux faire ou c'est faire parfait? Alors, je vais non, au fond, c'est pas de faire parfait. Le fond, c'est de faire tous les efforts du monde pour m'améliorer de jour en jour. Ok. C'est ça la racine. La perfection, c'est trop loin. Donc, ce mot de perfection qu'on me colle ici, là, c'est bizarre, parce que moi, la perfection, à la limite, je sais pas où c'est. Je sais que c'est là-bas loin, et qu'avec mes petites mains et mes petites jambes, je vais essayer de progresser chaque jour vers un mieux, je donne des efforts, je serre les dents pour m'améliorer ici. Mais la perfection est encore bien loin là-bas. Et donc ça me met très en colère de voir qu'avec tous les efforts que je fais, cette perfection reste encore loin. Donc je suis un frustré au fond qui déploie 1001 efforts pour essayer d'améliorer le monde, et que c'est un puits sans fond, et que je n'ai jamais la satisfaction au prorata de tous les efforts que j'ai pu faire. Et donc, ça vient d'où? Ça vient, par exemple, si on reprend la note, je vais voir la petite... reprend la petite enfance, ce serait une histoire de... on est en novembre, c'est le premier dimanche en novembre, c'est là où on reçoit les pépés, les mémés, les tontons, les tatas, les cousins, les machins. On va être 25 à table, c'est le premier... et moi, ça me saoule à l'avance, mais c'est comme ça, il faut que j'y passe. Donc, et en plus, il pleut. Et ils arrivent, ils se mettent à prendre apéro, et moi, je commence déjà à trouver le temps long. Puis à un moment, on passe à table, et au bout d'1 heure, ils ont à peine attaqué le premier plat. On est parti pour 3-4 heures. Et il y a un moment, moi, je vois qu'il fait beau, la pluie s'est arrêtée, il fait beau, et j'en peux plus, donc je lève la main et je demande, est-ce que je peux sortir de table pour aller jouer dans le jardin? On me dit oui, je sors. Et comme il a beaucoup plu, il y a plein de flaques. Et dans la spontanéité d'enfant qui est la mienne, je vois une flaque, je trouve ça fun. Je vais de flaque en flaque et je m'en fous partout et c'est drôle et c'est sympa. Et le petit enfant que je suis, il s'éclate et c'est super. Et 1 heure plus tard, ça y est, j'ai eu ma dose, je frappe à la porte, je rentre. Et on me voit crotter jusqu'en haut, là. Et là, j'en prends 2, poum, espèce de petit con, c'est sale, c'est mal, c'est pas comme ça, c'est vilain, privé de dessert, chambre, file. Douche, file. Ok. Donc la spontanéité, c'est pas bien. Il vaudra mieux que je contrôle mes pulsions et mes impulsions. Et 2, il y a le bien faire et il y a le mal faire. Et je serai d'autant plus aimé et récompensé que je serai dans une ligne de bien faire. Et je prendrai des coups, je serai quelqu'un de mal aimé si je suis dans le mal faire. Donc je vais apprendre leur code,
Je vais apprendre Donc, il y a un leur côté code très moral. de bien faire et je vais respecter ce bien faire. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, l'histoire triste, c'est que les chaussettes de ce petit enfant, elles seront blanches à vie et que plus jamais il ne s'autorisera à faire du sale. C'est nickel, C'est quoi. comme ça, c'est nickel. Et donc, je vais tendre à chaque instant avec un côté un peu autocritique et extrêmement fort. Est-ce que j'ai fait le mieux possible? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à quoi? Donc, je me contrôle. Hein. Donc, c'est des gens qui serrent les dents très fort parce qu'ils essayent de bien faire tout et ils basculent un jour dans du trop de rigide, trop de casse-couille à vouloir trop bien faire et un instant où vouloir plus blanc que blanc, c'est plus juste, quoi. Et Donc, ça veut dire que ça va donner des profils où il faut que tout soit bien rangé, la coupe parfaite par rapport aux standards. Alors, ça se joue sur différents plans. Ça peut être sur un plan en social, de respecter les règles du jeu, de être à l'heure, d'avoir le bon costard, de appeler pour avoir un dress code, pour savoir si je mets une cravate ou pas. Ouh là là, il faut être bien dans le truc dans et le tout. cadre. Comme ça peut se jouer avec d'autres. Et d'autres, ce sera plutôt les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes. On se lave les mains avant de passer à table. Donc, il y a différents trucs de être intègre et bien. Ça peut se décliner sur différents modes. Mais il y aura ce que je souhaite, c'est qu'ils redécouvrent leur spontanéité un jour, ou en tout cas leur côté moins il faut et je dois, et qu'ils ouvrent la porte à être plus large d'esprit. Exemple, Comme le 7, quoi. J'ai toujours été très raide avec le fait qu'on se lève les mains avant de penser à table. J'ai un ado de 15 ans. Il s'est fait larguer par sa petite amie il y a 48 heures. Il ne sait pas laver les mains avant de passer à table. Eh bien, la moitié des bases 1, encore un peu trop raides, vont lui dire « tu vas te laver les mains ». Et l'autre moitié des bases 1 qu'on fait le travail un peu, vont voir les mains sales, vont avoir de la compassion et se dire « bon, ok, il a les mains sales, tant pis, quoi. Il a l'air d'être si en bas au niveau du cœur avec sa petite amie qui est partie. Donc, je vais passer aujourd'hui par rapport aux mains sales. » Donc, les uns peuvent être soit trop raides et trop rigides ou ayant fait le travail un peu plus souple avec le temps et plus open. Ouais. Intéressant. Le 9, du coup? Alors, on arrive au 9, qui est notre médiateur. Lui, il a un radar contre le conflit. Il veut pas qu'il y ait de conflit, et la métaphore d'enfant serait peut-être que les parents se sont battus un soir, ou enguirlandés un soir. Oui, mais non, mais si, mais moi, mais quoi, bon. Et le petit enfant était là entre les deux, lui il demande qu'une chose, c'est que les deux parents soient en paix, ils s'aiment et que tout ça coule. Et un instant, il y a un des deux parents qui a peut-être pété un câble, qui se retourne et qui lui dit « il y en a assez, tu vas lui dire, c'est moi qui ai raison et que c'est l'autre qui a tort. » T'engloupes. Moi, du haut de mes 5 ans, je vois pas ce que je viens faire dans votre trip, là. Et donc l'enfant risque de respirer un grand coup et de faire une phrase comme Et ce c'est « j'ai parfaitement entendu ta question et je fais le choix de ne pas répondre à ta question. » C'est-à-dire que je ne nommerai pas mon point de vue, parce que ce soit oui ou non, que ce soit « je pense que c'est toi qui as raison, je pense que c'est toi qui as raison », que soit la réponse que je vais faire, ça va rajouter de l'huile sur votre conflit et ça va être encore pire. Donc, je considère que dire donc ne pas dire mon point de vue est une bonne façon de ne pas amplifier le conflit quand l'autre n'est pas d'accord, quand l'autre a envie d'autre chose. Exemple, à 30, 40 ou 50 ans, ça peut être mon conjoint qui me pose la question « Qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir ce week-end au ciné ensemble ?» Peu importe. Bien, les 3/4 des 9 qui n'ont pas fait le travail sur eux encore vont faire soit du peu importe ou du comme tu veux. Genre, moi, ce que je souhaite, c'est passer une bonne soirée avec toi au cinéma. Le choix du film, ça m'importe peu. Si on va voir le tien et que tu kiffes ton film, moi, je serais heureux de t'accompagner dans une soirée où tu as kiffé le film que tu as vu. Et peu importe, peut-être que moi, j'avais très bien en tête le titre d'un autre film, mais je te le filerai pas, parce que si je te donne un film A et que toi, tu as envie de voir un film B, ça pourrait faire une soirée, on se chipote sur « ouais, je veux ci, je veux ça », jamais. Donc, je préfère occulter la discussion et basculer dans un comme tu veux, et ça peut être un chemin de perdition aussi, où les gens vont ne plus apprendre à dire, ne plus être capables de pas poser faire des limites, oui pas ou dire non, non. et faire juste que des Est-ce que tu es heureux au niveau du job que tu fais?
le 9 incapable de dire oui ou non va faire du et ce sera à l'autre d'interpréter ça en fonction de ce qu'il peut. J'ai eu une employée comme ça et elle a fini par apprendre qu'un vrai oui ou un vrai non, tant que moi je suis ouvert au fait qu'elle puisse dire oui ou non, ça peut faire avancer aussi. Parce que si je lui pose la question, c'est que son opinion est intéressante et que j'ai envie de prendre ça en compte. Mais ils ont peur d'exister, ils ont peur de dire je veux ci ou je veux ça, et ils préfèrent être le médiateur avant. Alors le mot de médiateur c'est encore un autre débat. Ils sont top à éviter le conflit avant, et ils sont les pires du monde à réparer un conflit après. C'est-à-dire que quand ça pète dans une salle entre A et B, là, il y a le 9 est parti, a disparu une fois pour toutes. Mais avant, il a pu dire à un chef d'équipe, écoute, tu sais, notre équipe de 8-10, là, j'ai pas exploré le sujet encore, mais je ferai gaffe à ta place parce qu'il y a du non-dit. Je ressens qu'il y a du conflit en potentiel. Je sais pas encore entre qui et qui, mais là, il y a quelque chose qui est pas cool. Donc, il mettra peut-être un peu de temps à comprendre que c'est entre un tel et un tel, mais il détectera qu'il n'y a plus de harmonie douce au sein du groupe ici. En plus, c'est un vrai paradoxe parce que c'est sûr que quand tu... c'est le Gremlins, quoi. Si tu t'y confrontes pas assez vite, il va grossir. Et donc, à chaque fois que tu poses pas la limite au moment où c'est le moment de la poser, Absolument. elle est plus dure à poser une fois que... À force d'éviter le conflit, tu finis par en provoquer un gros. À force de ne pas avoir dire non, je suis plus d'accord, ça fait une bombe atomique qui pète un jour en disant un gros non, alors qu'il y avait 3 petits oui à dire avant, dont il n'a pas été capable, et ça fait des explosions un jour. Est-ce que tu penses que les personnes dont c'est le métier de la médiation, qui justement passent leur temps à aider des personnes à résoudre leurs conflits, seraient des personnes dont à la base c'était une aversion? Alors, je ne vais pas le dire comme ça, je vais dire, si tu me prenais 100 personnes dans ce job-là, je pense qu'il y aurait une surproportion de profils neufs, oui, qui seraient en surnom, mais il y en aurait peut-être toujours que 30%, si tu veux. Okay. Il y aurait un petit peu de chaque, il y aurait un petit peu de ça, je suis sûr, et peut-être 2 ou 3 fois plus de neufs que d'autres types. Et je souhaiterais, s'il y a des neufs qui exercent ce métier-là, c'est qu'ils aient fait leur travail avant, oui, pour être capables de sortir leur grosse voix quand c'est juste, en disant « Stop, monsieur là-bas, vous avez dépassé votre temps de parole et on va écouter l'autre partie aussi. ouais. » Plutôt que de laisser les choses se faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de neufs qui pourraient être attirés par un job comme ça. Et qui en ont peur aussi, quoi. Bon, oui, aussi, voilà. Ouais. Ok, et le 8, tout, du coup? Alors le 8, il est question de injustice. Okay. Alors l'injustice, c'est une histoire autour de... L'exemple que je prends toujours, c'est 4 frères, 2 grands et 2 petits, avec des parents qui sont en social, comme j'appelle ça, donc ils sortent pratiquement chaque soir pour aller chez des copains, pour aller au cinéma, enfin ils sortent, c'est des parents qui sortent. Yeah. Et chaque soir, les parents claquent la porte vers 19h30, 19h45 en disant aux garçons, débrouillez-vous, le frigidaire est plein. Ok. Et dès que la porte est fermée, advint le fait que les 2 grands se mirent à esclavagiser les 2 petits, en disant, vous faites cuire les pâtes, vous préparez la table, nous on va jouer à la Game Boy, et c'est comme ça, on se servira en premier, et vous aurez éventuellement ce qui reste, s'il reste un peu. Moi, j'étais un des 2 petits. Je trouve ça injuste. Et je trouve ça mais terriblement injuste, c'est un fait, quoi. Et donc j'en veux autant à mes grands frères qui abusent, que j'en veux à mes parents, autorité absente, qui a créé ça. Si les parents étaient restés là, ils auraient vu ça, et ils se seraient peut-être pas passé comme ça. Donc moi, je vais être un protecteur du faible à vie, pour essayer de réparer ce genre d'injustice, et de protéger les faibles contre les forts, et de ne pas laisser, donc, dans une entreprise en tout cas, c'est très souvent des personnes qui prennent un lead sur une révolte intérieure quand il n'y a pas de justice sur une échelle de salaire, quand les femmes touchent moins que les hommes, ou quand les nouveaux rentrés touchent moins que les ci, quand les ingénieurs touchent plus que je sais pas quoi. Donc dès qu'ils trouvent qu'un truc est injuste, ils montent au combat grave en disant « je vais essayer de recréer un truc juste ». Alors je ne demande pas à ce que chacun gagne autant, mais je demande à ce qu'on crée une grille qui soit propre et saine. Si vous ne faites pas ça, je combattrai jusqu'au sang pour que ma cause, qui est juste et bonne, aille jusqu'au bout. Donc c'est des combattants qui osent prendre un leadership quand il y a une autorité qui est trop molle. Est-ce que tu mettrais quelqu'un comme Martin Luther King dans cette case-là? Ça peut. Je pourrais penser au profil 1 aussi, mais oui, ça peut. Je vais
Je ne laisserai pas les faibles être en bas. Ça me gratte dans un truc que j'ai vécu moi. Si on est sur un profil de personnalité, c'est que quelque part on défend sa propre cause, quoi. Donc c'est parce que l'enfant 8 a souffert d'une injustice un jour qu'il va prendre ce combat à son compte. Et si on prend un sportif, tu vois, si je pense au tennis, si tu prends un sportif, la compétence 8, ce serait qu'il tape fort et qu'il aime taper fort. Le handicap 8, c'est qu'à force d'aimer taper fort, il est plus important de taper fort que de garder la balle à l'intérieur du court. Ok. Donc, le fait de taper fort, ça lui donne une jouissance intérieure qui expulse cette histoire d'injustice. Mais à force de vouloir n'être que fort, bah, si tu sors les balles 3 fois sur 4, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est clair. Si les règles du jeu, c'est de les mettre dedans, ça marche pas. Le profil 7, du coup, ça vient de quoi dans son enfance? Alors, il est question d'avoir été enfermé. Ok, donc il y a eu de la contrainte. Enfermé, oui, il y a eu la contrainte. Alors, ça peut prendre différentes formes. J'aime bien l'image du dentiste. Okay. Donc, le dentiste, c'est un espace où je suis immobilisé sur ma chaise. Je peux pas bouger, ouais. Où potentiellement, s'il se rate, il me fait mal. Et donc, je suis immobilisé sur ma chaise. Et s'il me fait mal, et ben là, je capte que je n'ai souffert que parce que je n'avais pas d'échappatoire. Si j'avais eu un plan B pour que mon corps aille foutre le camp ailleurs pendant qu'il me traitait, si j'avais pu la possibilité de fuir ou de partir, ben j'aurais pas souffert. Donc c'est l'immobilisation qui a fait que j'ai souffert. La contrainte. Donc être enfermé dans une situation, c'est une contrainte. Une salle de classe enfant, on en prend pour 8 heures par jour à écouter un prof qui parle, c'est inconcevable. Et donc, extrêmement tôt, l'enfant 7, garçon ou fille, va apprendre à regarder de l'autre côté de la fenêtre le pigeon qui, par association d'idées, lui fait penser au cormoran, qui, par association d'idées, lui fait penser à l'albatros, aux mers du Sud, les plages des mers du Sud. Et donc, s'évade dans sa tête. Il va très vite partir. Voilà, il part en live avec une petite partie qui reste ici pour quand même écouter ce que le prof dit, et une grande partie qui part vers des projets ou des visualisations plus sympathiques et plus libres que le fait que je suis ici sur une chaise pour les 8 heures qui suivent à écouter un prof qui parle. Donc ce que tu veux dire, je reformule, tu me dis si c'est ça, dans ce que tu dis, c'est que soit si j'ai la possibilité de vivre de la stimulation, je vais choisir ça, mais si je perçois que je peux pas, je vais m'évader dans ma tête. Exactement. Ou bien je pars. Si j'avais la possibilité de quitter cette pièce et d'aller jouer à je sais pas quoi, je le ferais. Yes. Exemple bref, mais quand un 7 signe un job, donc tu me demandes de travailler pour toi, il y a un contrat d'embauche. Moi 7, je signe le truc. Bien l'instant où je signe, il n'y a pas de contrainte puisque je ne resterai dans ta boîte que jusqu'à temps que je m'y ennuie. Si tu n'es pas capable de me provoquer un job qui est stimulant, en me changeant d'emploi tous les 6 à 12 mois pour me faire vivre de la nouveauté et de la stimulation, bah, je partirai. Okay. Donc, ce contrat que je signe, il n'est pas très engageant en fait, donc je signe. Si ça peut te rassurer, c'est très bien. Moi, je m'en fous. Mais ça stresse le 7, le mariage? Ah bah oui, on est au cœur d'un sujet intéressant, oui. Et donc, avec plein de situations, mais oui, c'est un gros stress. Donc, certains 7 vont décider non au mariage une fois pour toutes. D'autres vont se marier vite. Comme ça, le problème est résolu. J'aurais pu cette prise de tête de me demander si c'est enfermant ou pas. Et d'autres 7 diront, écoute, on va avoir une vie à 3 chambres. Tu auras ta chambre à gauche, j'aurai ma chambre à droite, on aura une chambre de couple au centre. Et plus je me sentirai libre de ne pas être enfermé dans une chambre de couple, plus j'en aurai envie. Voilà. Ouais, bien sûr. Du coup, là, à partir de ces 9 profils, bon, j'imagine il y a des gens qui vont se reconnaître plus ou moins. Là, par exemple, si tu m'aidais à identifier lequel des profils j'ai plus de chances d'être, comment on s'y prend là, par exemple? Comment je fais pour qu'à la fin de notre conversation, j'ai identifié mon profil? Je respirais un grand coup, ce que je vais faire. Bon, et je vais dire oui et non. Notre ego qui maintient notre structure en place depuis le premier jour n'a pas envie d'être débusqué et surtout pas d'être débusqué vite. D'où l'intérêt d'un stage de 2 à 3 jours. On va prendre le temps d'explorer chacun des 9 mondes avec d'autres participants qui vont te renvoyer dans tes buts à chaque fois que tu préféreras prendre le profil que tu rêverais d'être et pas le profil que tu es.
Donc, grâce aux autres participants, il y a une effet de espèce miroir. de entraide. On va dire, mais attends, ça fait 2 jours que je te vois vivre, tu vas pas rêver un seul instant d'être de ce profil-là. Parce que non, sur ce que je viens de voir de toi pendant 2 jours, non. Quand c'est un autre participant qui dit ça, oups quoi. C'est plus compliqué seul chez soi avec un livre, aussi bien qu'il soit, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler après, mais seul chez soi avec un livre, je suis pas objectif puisque je suis jugé parti. Donc là en fait le vrai truc ce serait d'offrir un livre à mes 3 principales proches en leur disant essayez de me dire sur quel type je suis. Parce que eux sont plus objectifs que moi sur mes travers principaux et sur ma qualité principale. Moi, je voudrais être un petit peu de tout. Je voudrais avoir chacune des qualités et aucun des défauts. Et donc, oui, je rêve d'être un petit peu de tout et j'ai pas envie de prendre le défaut qui va avec. Alors que les autres qui me voient vivre, mon conjoint ou mes enfants ou mes collaborateurs, quand je leur demande quelle serait la critique principale que tu aurais à me faire, si je le dis avec une voix calme et qu'il m'ose et qu'il ose me dire la vérité, ben je risque de découvrir qu'ils pensent tous les 3 une seule et même chose et que mon défaut est peut-être là et que je vais me retrouver sur le profil où j'avais pas forcément envie d'être, quoi. Donc mettre les autres à contribution pour avoir la vérité sur qui je suis vraiment au fond, c'est indispensable. Parce que ça arrive que les gens ils soient pas contents du profil au final Mais qui ils émerge. veulent pas être ce qu'ils sont, les gens, ils sont trop contents d'être comme ils sont. Alors, tu vois, c'est entre le profil que mon père et ma mère rêveraient que je sois, le profil que moi, j'aurais envie d'être, le profil et qui je suis vraiment au fond, c'est des mondes qui n'ont rien à voir. Ok. Et donc, cette découverte du qui suis-je, elle demande de la délicatesse, elle demande un petit peu de temps, elle demande un petit côté prude. Et je pense pas que, au travers de cet entretien extra que nous avons ensemble, j'essaie de susciter un intérêt. On a fait un beau tour, là. On pourra explorer d'autres trucs. Je voudrais pas que les gens se décident trop vite sur l'un ou l'autre parce que c'est probablement pas leur vrai type. Est-ce qu'il y a des tendances, par exemple, je dis n'importe quoi, le 1 se rêve 4 ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des schémas de Oui, gens qui se rêvent ouais. Alors là, on élargit un petit peu le champ. Il y a le socio-culturel qui va jouer un rôle aussi. Alors je repars de un peu plus loin. En fonction du pays, les valeurs d'un pays font qu'on survalorise un profil par rapport à d'autres. Oui, les États-Unis vont valoriser par exemple le 3 Le profil 3, exactement. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de personnes de profil 3 aux États-Unis qu'autre part. Juste présenter plus le masque. Sur les 30 pays que j'ai pu voir, et les 30 000 personnes dans 30 pays que j'ai pu voir, il y a à peu près autant de personnes de chaque base dans un pays X, et il y a autant d'hommes que de femmes sur chacun des profils. Ok. Maintenant que j'ai dit ça, si les États-Unis sont plus ou moins de culture 3 ou valorisent plutôt une histoire, une culture 3, ça veut dire que la visibilité des profils 3 va être un peu plus grande. Ça veut dire qu'ils passeront plus à la télévision, qu'ils feront plus la une des journaux télévisés, qu'on les mettra plus en scène, qu'on leur donnera plus facilement la parole, qu'on honorera les gens de ce profil un peu plus que d'autres. Donc ça va nous faire croire qu'il y a plus de 3 aux États-Unis qu'autre chose. Bah non. Et en C'est juste France, leur c'est quoi? visibilité. C'est les 2, les 5? Alors, en France, c'est amusant. Si on pose la question à tous les pays au monde, ils mettent la culture française plutôt en culture 4, alors que la majorité des Français ne s'y retrouvent pas. Et là, on rejoint le truc. Est-ce que nous, Français, on n'est pas jugés partis et que les éclairages extérieurs qui nous disent qu'ils nous mettraient plutôt dans une culture 4 ne sont pas à prendre en compte plus que ce qu'on en pense nous? Voilà, c'est juste un point d'interrogation que je pense. Moi, je trouve que c'est différent parce que pour connaître plein de gens de plein de pays différents, si je demande à un Américain qu'est-ce que c'est un Français, il va me dire que c'est un mec avec un béret et du fromage. Donc, ouais, non mais à l'inverse de ton mari ou ta femme qui te connaissent tous les jours, je pense que t'as plein de gens qui connaissent pas un Américain, un Chinois, un Français. Donc, en revanche, c'est moins ce qui change, c'est quand tu prends une entreprise. Oui. Bah, il y a eu des critères d'embauche. Il y a un produit principal, cette entreprise. Et donc, bien sûr qu'il y a un surnombre de certains profils dans une entreprise, puisqu'on ne prend pas autant de personnes de chaque base en fonction de ce qu'on cherche à faire. J'ai travaillé, entre autres, pour faire de la cohésion d'équipe dans une boîte de photocopieurs américains en d'autres temps. Dans leur département de commercial, on avait découvert qu'il y avait une surproportion de personnes en profil 3. Okay. Logique. Américains, jusque-là, commerciaux. Logique. Bon. Et j'ai réussi à avoir la patience de les laisser tirer leur conclusion après.
on a découvert que finalement, ça marchait plus bien parce que les trois se faisaient la compétition entre eux. Mais plus saine, quoi. On était partis sur du chacun pour soi et que c'était pas cool. Et donc, ils sont repartis sur est-ce que ce serait pas juste qu'on change nos critères d'embauche d'un commercial pour avoir un petit peu de chaque profil, chacun ayant ses compétences à vendre, pas forcément aussi vite que ne le ferait un 3, mais si on prend un profil neuf qui est notre médiateur, voilà, qui peut avoir son propre rythme et de pas vouloir de conflit et tout, et ben un commercial neuf, c'est peut-être quelqu'un qui débarque dans un bureau un jour et qui dit au futur client, écoutez, je suis ravi de vous rencontrer, toute ma journée est à votre disposition. Si vous avez envie qu'on reste là 4 heures, je suis à la disposition pour 4 heures. Alors, ça va pas vendre beaucoup et vite, un profil neuf comme ça. On a des clients que le 3 vendra pas. Ça fidélisera le client mieux que le profil 3. Donc, où se trouve la vérité? En tout cas, d'avoir plusieurs personnes de différents types au sein d'une équipe, ça donne des éclairages qui sont différents. Et c'est très riche en termes de complémentarité aussi. Je sais plus quelle était la question, mais puisque je suis lancé, je vais jusqu'au bout. J'ai eu un autre exemple de cohésion un jour où ils étaient 8, ils étaient un de chacun des profils et il n'y avait pas de profil 1. Notre profil 1, c'est j'aime la perfection, je suis quelqu'un d'honnête, d'intègre, qui essaye de faire du mieux qu'il peut, tout ça. Bon. Et donc, j'ai dit, OK, est-ce que le fait que vous soyez 8 de chacun d'un des profils fait que vous allez embaucher un pour compléter votre truc? Ben non, quoi. On ne joue pas à n'embaucher une personne qu'en fonction de son type, ce serait absurde. En revanche, vous allez chacun prendre dans un mini sac à dos sur vos épaules tout ce qui est intégrité, tout ce qui est honnêteté, arriver à l'heure et toutes les compétences qu'un aurait pu apporter à cette équipe. Comme il n'y a pas de personne pour représenter ça, ça va être à chacun de vous 8 de prendre ça dans son petit sac à dos en plus et de penser à ça. Comme il n'y aura personne pour nous remettre sur le droit chemin si on fait des fautes d'intégrité, de qualité ou je sais pas quoi, eh ben on va tous se prendre ça un petit peu. On va tous penser à cette facette-là un petit peu pour suppléer à la personne qui n'a pas ce profil-là ici. Trop bien. Et toi, du coup, je comprends l'idée, encore une fois, d'avoir des effets de miroir pour se trouver. Toi, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu cherches par rapport à ce que tu observes de la personne, tiens, ça a l'air d'être plus dans ces profils-là? Écoute, il y a 2 cas. Soit le contact se passe bien comme avec toi là, et j'ai pas de raison de me poser de la question. Le contact est bon et le contact est bon. En revanche, si on dîne à 12 chez des potes un soir et que ça commence à friter entre Pierre et Paul au fond là, là j'ai ma grille de lecture qui se remet en activité extrêmement vite. Et je me dis, ok, il se passe quoi là? Ça pourrait être, c'est quoi? C'est un profil 4 qui parle à un 8 et donc il se passe quoi? Donc ma grille arrive dès que je suis en bug ou dès qu'il y a quelque chose qui est pas cool. Qui joue quelque chose. Voilà. Et tu vas être attentif à quoi, par exemple, dans une soirée comme ça où tu vois 2 profils, où t'as eu finalement qu'une heure de chaque? Bah, il y a des fois où je ne sais pas. Il y a une humilité qui va avec aussi. Il y a des fois où je ne sais pas. Il y a des enfants, les parents me posent très souvent la question par rapport à leurs enfants. Donc voilà, j'ai 3 enfants de 8, 10 et 12. Il y en a 2 dont j'ai réussi à trouver le profil et le 3e pas. J'aurais dit, bah, soit, c'est cool, quoi. Si vous n'avez pas trouvé le profil, c'est qu'il n'est pas excessif. S'il n'est pas excessif, vous n'avez pas de problème avec lui, donc on s'en fout de son type à la limite. Je veux dire, tant que c'est cool et que ça se passe bien, vous n'allez pas chercher le type d'une personne à tout prix, quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que... Ça n'a pas de... Je voyais par exemple, justement, quand j'avais fait un stage il y a 10 ans, que il y en avait pour qui c'était assez évident de se reconnaître ou d'être reconnu, et d'autres qui, à la fois par eux-mêmes, mais aussi par l'extérieur, c'était beaucoup plus difficile de dire, bah, comme s'ils étaient un peu plus au milieu, quoi. Et donc toi, pour toi, ça te dit quoi, en fait, quelqu'un qui est un peu plus au milieu? Bah... Où la personne a du mal à s'évaluer et les autres. C'est un 9? Première chose que je vais aller voir, c'est est-ce qu'il a vraiment envie de trouver ou pas. Et dans un cas sur 2, la réponse est non. Ce serait tellement... ça me dérangerait si fort d'accéder au qui suis-je vraiment au fond. La zone d'ombre, le défaut principal que je risquerais de trouver avec serait pas admissible, que je préfère ne pas avoir à le trouver et me dire que je suis un petit peu tout baillé. Donc, sur ceux qui ont du mal à trouver, il y a ce cas-là. Si la personne a vraiment envie de trouver, je vais faire un effort pour qu'on déjeune ensemble. Et là, j'aurais presque envie de lui renverser sa tasse de café ou de bousculer la table ou qu'il se passe un truc qui est imprévu pour voir sa
réaction à ce qui se passe. Et donc, c'est quoi les 9 réactions liées à une... Face à un imprévu comme ça, il y a des mécanismes de défense en psycho. Donc, on est très... C'est marrant comme exemple. Donc, du coup, les 9, ils réagissent. Enfin, Je ne sais pas encore, mais il y aurait le sétismar, quoi. Le 1, ça va être avec la culpabilité intérieure d'avoir mis son verre trop au bord, qui va prendre sur lui-même le fait que tu aies bousculé la table et que... Donc, il y a une auto... Il va s'auto-flageller, être tendu dans la relation, ça va être... OK. Et le de lui, il va ne pas s'occuper de l'énorme tâche qui est sur sa jambe. Donc, c'est pas il grave. va s'occuper de la culpabilité éventuelle qui serait peut-être la tienne. Et je vais coacher ta culpabilité parce que c'est quand même toi qui as fait le geste. Et donc, je vais me occuper de toi. Voilà, c'est presque une bonne nouvelle que tu mets... c'est presque une bonne nouvelle. Je vais pouvoir m'occuper de toi. Exactement. Et par exemple, à quelqu'un comme un 4, il ferait quoi selon toi? Il va y avoir une première étape de centrage de cas, donc un petit instant Qu'est-ce qui vient de se passer? Descendre dans mon cœur pour évaluer la grosse émotion ou pas qui s'y trouve. Et en fonction de ce que je trouve, je peux être soit très drôle et faire une pirouette avec parce que j'estimerais que c'est pas si grave que ça, ou un pataquès parce que j'ai un cocktail important après et que ma soirée est fichue. Très dramatique dans tous les cas. Oui, je vais remettre un peu d'émotions fortes qui peuvent être soit saines et belles et fun ou optimistes, ou très graves et très contre à d'autres. Une question que je voulais te poser, je regardais sur Internet, qu'est-ce que tu réponds à des personnes, parce que ça m'intéresse vraiment, moi j'ai pas d'opinion là-dessus. Sur Internet, je regardais, j'ai demandé aussi à ChatGPT de quelles sont les critiques autour de l'énéagramme, et une des choses qui remontait, c'était une critique majeure concerne le manque de recherche empirique soutenant la validité et la fiabilité de l'énéagramme. Et donc il donnait l'effet Barnum, qui en psychologie, c'est l'idée que, et qui est pas valable qu'avec l'énéagramme, c'est valable aussi avec plein de choses, et c'est souvent utilisé par exemple dans l'astrologie, qui est de dire que en fait la tendance des gens à voir des descriptions de personnalité vagues ou générales comme étant hautement spécifiques à eux-mêmes, mais quand ces descriptions pourraient s'appliquer alors qu'elles pourraient s'appliquer de nombreuses personnes. Toi, tu réponds quoi à quelque chose comme ça? Je dis juste, ce sont des médecins, psychiatres et docteurs en médecine qui ont mis cet outil-là au point, dont le directeur du département de psycho à Stanford, qui a été mon prof en d'autres temps, c'est lui qui a contribué à mettre cette grille-là au point. Donc les 9 structures de caractère sont inattaquables en psycho. Mieux que ça, il y a des corollaires évidents entre le pire de chaque type, je dis bien le pire de chaque type, les 1% de gens, c'est grave sur chaque type, le pire de chaque type est en correspondance extrêmement claire, qui avec le parano, qui avec le schizo, qui avec le passif-agressif, qui. Donc c'est inattaquable en psycho. Et mieux que ça, les thérapeutes et les psys au sens large, je veux dire ça, les psys au sens large ont été ravis que cette grille soit mise en route vers 1970 et 80, parce qu'ils n'avaient que le DSM à cette époque-là. Qui est ? Et le DSM, c'était les statistiques et le diagnostic des psychopathos lourdes. Et le psychothérapeute à l'époque et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'occupe des 99% des personnes qui vont à peu près bien, et les médecins psychiatres qui sont partout au monde, sauf en France, intéressés à cet outil, ont dit que cet énéagramme était intéressant parce qu'il parlait aussi de la structure de caractère d'une personne d'un certain profil qui va à peu près bien, mais qui a traversé une crise existentielle parce qu'il a perdu un proche ou je sais pas quoi. Donc, il n'est pas concerné par la psychiatrie lourde, mais notre grille d'énéagramme donne de bonnes clés sur sa structure de caractère, comment accompagner cette personne avec la grille de l'énéagramme plutôt qu'avec la grille du DSM qui est trop lourde ou pas adaptée à des personnes comme ça. Et donc, c'est parce que les psys américains ont adoubé cet outil-là dans les années 80, puis le monde entier, qu'on n'est pas attaquable en termes de la pertinence des structures de caractère. Ça, c'est pas attaquable. En revanche, au côté du scientifique, je peux rien dire. Je veux dire, il y a eu en tout temps des sciences que l'on a caractérisées, les sciences dures, comme la physique, la chimie et maths, et les sciences dites molles, comme la psychologie, la sociologie et d'autres, et qu'on veuille faire du pourcentage très scientifique dur au niveau des sciences molles, ça me
ça me va pas. Je crois que chaque personne a une globalité d'être. De comprendre sa structure de caractère est un gros plus, mais on a quand même aussi un héritage de son père et de sa mère, du socio-culturel au sein duquel on a pu vivre et tout. Donc la globalité d'une personne est intéressante à prendre en compte. Et là, essayer de faire du scientifique sur une intelligence du cœur. Donc c'est un défaut qu'on nous trouve. Et pourtant, en Belgique, j'ai des Belges qui ont fait une étude qui a été estampillée par l'université de psycho à Louvain. Et ils ont fait toutes les stats et tout le truc pour dire qu'il y avait une répartition, enfin tout ça existe. Et le directeur de psycho à Stanford aussi avait fait un livre où il y a toutes sortes de stats qui prouvent que tout ça est propre et clair, quoi. Alors après, qu'il y ait des gens auxquels ça ne plaise pas, c'est autre chose. Ouais. Ce que je vois qui est difficile, c'est de admettre que cette grille puisse être extrêmement utile à tout un chacun pour mieux comprendre qui il est vraiment au fond. Ça peut déranger certaines personnes, mais c'est OK. Moi, je suis tout à fait pour que tous les participants aient se faire accompagner après, parce que cette découverte est importante, quoi. Donc, je suis pas anti-psy, je suis anti-rien. Je ne vois pas pourquoi, si tout un chacun, et j'y reviendrai après, si tout un chacun peut avoir des clés sur lui, des repères sur son mode de fonctionnement avec l'autre, pour mieux comprendre l'autre de son point de vue. Mieux comprendre l'autre de son point de vue, c'est quand même assez chaud, si tu veux. Une fois que les personnes sont passées à cette grille pendant 3-4 jours, je dis pas qu'ils ne sont plus jamais en conflit avec personne, mais au lieu d'être fâchés avec toi parce que tu dis blanc et je dis rouge, eh bien, grâce à cette grille, au bout de 4 jours, je vais me dire, OK, moi je vois rouge, lui il dit blanc. Je comprends pas un mot de ce qu'il est en train de dire, mais c'est super intéressant parce que grâce à ma grille, là, je vais essayer d'aller le comprendre de son point de vue. C'est hyper riche, donc c'est apaisant, ça me calme dans la rage que je pourrais avoir envers toi, ça me calme, et du coup, ça me donne de l'intérêt à ne plus comprendre l'autre aussi bien. Indispensable dans une vie de couple, en termes d'éducation d'enfant, c'est une plus-value absolument folle. Donc, je vois pas qui pourrait être contre le fait que chacun ait de bonnes billes pour mieux se comprendre soi et puis l'autre, quoi. Il y a un truc qui me gêne un peu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu la chance dans l'expérience que j'ai pu avoir de faire aussi bien des stages avec les patrons des plus grosses boîtes de France qu'avec des chercheurs d'emploi sachant pas lire et pas écrire. Et je leur ai décliné à peu près une seule et même chose aux deux, et ça marche aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc grâce à des vidéos, grâce à des petits exercices simples et tout, une personne sachant pas lire et pas écrire peut aussi avoir accès à cette grille-là en disant « Mais oui, évidemment, ce profil-là, j'avais un père qui était plutôt comme ça, j'avais un employeur qui était plutôt comme ça, et ma cousine, elle est plutôt comme ci. » Donc une personne sachant pas lire et pas écrire peut accéder à ça. Il y a moins de 15 jours, j'ai une collaboratrice qui, pour la première fois, est une personne non-voyante à un stage, et qui était émue comme tout, parce qu'elle trouvait qu'elle aurait, grâce à ça aussi, elle ne poserait plus les mêmes questions aux mêmes personnes, et elle aurait une intuition un petit peu plus fine pour poser peut-être un peu plus vite les bonnes questions à tout un chacun, étant mieux capable d'interpréter les réponses qui allaient être faites. Trop bien. Merci Eric. Sauf que cet outil est universel, qu'il est accessible à tous et qui donne vite de bonnes clés, de bons repères. Je ne vois pas où se trouve le bug, quoi. Alors qu'il y a des gens qui sont mécontents, c'est peut-être pas le cas. Mais Il y a des petites questions rapides et réponses rapides. C'est quoi ta plus grande peur irrationnelle ? Bon, je reviens à mon profil, c'est de me trouver enfermé et de m'ennuyer dans une situation où il n'y a pas d'échappatoire. Ce serait atroce. C'est quoi un mauvais conseil que tu trouves qui est souvent partagé sur le sujet de la psychologie ? Quelque chose sur lequel t'es pas d'accord. Bah, laisser croire aux gens que ça va être simple. Que la vie va être simple. Ouais. C'est sûr que il y a un petit peu ce fantasme d'une vie bisounours, facile et confortable. Il y a certains éléments du développement perso qui me choquent un peu. Parce par exemple, le simplet me gêne un peu. Le côté un peu wishful thinking dans le sens... penser que ça ira bien et ça résoudra tout. La PNL a certains côtés où reformater le cerveau pour que ça aille mieux, je suis pour à 95%, et j'aimerais qu'ils aient la petite phrase aussi, et vous devriez avoir un accompagnement psychologique en plus, parce que vous avez peut-être des bugs à gérer aussi. Donc c'est quoi ? C'est le côté un peu magique, voilà. pilule magique qui t'embête ? Voilà. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a peu de gens qui savent sur toi? Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a peu de gens qui savent sur moi? Allez, je vais essayer de te faire rire qu'au tennis, j'ai gagné un match sur le central de Roland-Garros entre 11 et 13 ans. Bon, Stylé. c'était un 8e de finale sans conséquence, mais fier. Qu'est-ce que tu crois qui est un peu à contre-courant de la pensée classique? Bah ça, Ça, c'est quoi? eh bien, avoir le courage d'oser se poser de bonnes questions sur soi. De se regarder, quoi, de Ouais, s'observer. avoir le courage de regarder sa vie à l'intérieur, pour appeler ça comme ça. À l'intérieur de moi, il y a mille et une belles choses à découvrir et ce serait bête de ne pas faire cet minimum d'introspection. Qu'est-ce que tu as appris récemment? Alors récemment, c'est à toi de voir ce que c'est, hein. La semaine dernière, cette Qu'est-ce année, que j'ai appris il y a 5 récemment? ans. Eh bien que quelle que soit la qualité d'une grille et de ce qu'on peut en faire, je continue à me tromper sur l'amitié que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Waouh, ça a dû être dur, ça. Oui, ça pique un peu, oui. Et là, on touche à quelque chose d'autre. Il n'est pas question de structure de caractère. Là, c'est pas du tout que la personne a été en base X, Y, Z. Je pense que grâce à l'énéagramme avec le temps, j'ai pu acquérir des clés sur la maturité affective d'une personne. À quel point elle a évolué dans son profil, Voilà, dans ce sens-là? voilà. En me disant, bah, waouh, ça c'est une personne qui a dû quand même vivre un certain nombre d'expériences avec un taux de résilience assez bon, parce que j'ai l'impression qu'il ou elle est passé au-dessus de tout ça, et que je sens une épaisseur chez cette personne, et chouette quoi. Et bien voilà, à ce niveau-là, j'ai réussi à me tromper encore, donc... Dans le sens que cette personne n'avait pas cette résilience que tu avais imaginée. Voilà, je l'imaginais plus ouverte. Intéressant, on pourrait creuser ça. Une autre fois peut-être. Trop bien. Si tu pouvais marquer un message sur des panneaux 3x4 que plein de gens dans le monde pourraient voir, t'aimerais marquer quoi? Vous êtes beaucoup plus beau que vous ne croyez. Stylé. Pourquoi ce message? Parce que j'ai l'impression que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Ce serait prétentieux de dire je sais que c'est vrai, mais... Il y a du génie dans chacun de nous. On a tous beaucoup plus de qualités qu'on ne pense et on devrait aller plus les voir et les exploiter, faire du bien au monde avec, quoi. Donc on a un peu de confiance et de courage ferait qu'on oserait nous exposer plus avec les qualités qui sont nôtres, alors qu'en Europe, en tout cas, on a un petit côté prude. Oser être soi-même en Europe, on a 2000 ans de judéo-chrétiens qui planent au-dessus, et d'oser dire « je suis beau et pétri de qualité », c'est un truc qui se fait pas. Et ça, à un niveau profond chez toi, pourquoi c'est important? Pourquoi ce message, il est vraiment important au fond de toi? Parce que je trouve que dans ce monde qui est agité, pour dire ça comme ça, si on reprenait chacun notre responsabilité individuelle en main, on pourrait tous faire un petit coup d'aile de colibri, comme ça s'appelle. Si on faisait chacun un petit coup d'aile de colibri en osant un petit peu plus être soi-même et dire son beau, eh bien 8 milliards de personnes sur Terre qui joueraient à ça, le monde se porterait mieux, je crois. Est-ce qu'il y a un lien avec ton histoire et le fait que t'es perçu... Non, avec mon type, mon type veut que on est tous beaux et chouettes, quoi. Ça, t'aimerais que tout le monde le voit. Ben, j'aimerais que tout le monde en soit plus conscient, en tout cas. Quand je pense au profil 1, ils sont les premiers à dire bah, c'est bizarre, moi je suis venu en stage de développement perso, parce qu'un beau matin, je me réveille et je constate que tout le monde a l'air heureux autour de moi, sauf moi, qui cherche à améliorer le monde encore et encore et encore. Et donc, j'ai du mal à oser être plus libre et moins oppressé par ce juge intérieur qui veut que je fasse bien. J'ai envie de leur dire, bah, essayez de péter un coup et le pont, ça libérera votre être plus gai ou être plus vous-même, quoi. Vous n'êtes pas que des contraintes à vouloir le bien faire. Ça, c'est la personne que vous êtes devenue avec le temps. Mais en deçà de cette armure de bien faire, il y a une vraie jolie personne. La petite fille qui est là, qui peut sauter dans la plaque d'eau. Il y a une belle personne qui a envie de ça, voilà. Trop bien, merci Eric. Avec plaisir. C'était top. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Avec plaisir.